Salut, je suis ici avec ma guitare pour parler d'un phénomène quantique. Imaginez que vous visitez une nouvelle ville, disons Barcelone. Vous êtes à la place de l'université et vous devez vous rendre à la Sagrada Familia, mais vous ne savez pas exactement où elle se trouve. Et vous lancez un défi à vos amis pour voir qui peut la trouver avant les autres, mais sans utiliser des cartes et sans demander aux passants. Chacun d'entre vous suivra alors un itinéraire aléatoire, en espérant tomber sur la Sagrada Familia le premier ou la première. Mais vous avez un atout dans votre manche. Vous pouvez adopter un comportement quantique et suivre plusieurs chemins différents en même temps. En effet, la mécanique quantique nous apprend qu'une particule élémentaire peut suivre plusieurs chemins à la fois pour atteindre sa destination et collapser une fois arrivé. Vous gagnerez certainement la course, car en suivant plusieurs chemins en même temps, vous trouverez le chemin le plus court vers la Sagrada Familia bien avant vos amis. Cette façon de se comporter a été appelée promenade quantique ou, en anglais, quantum walk. Et comme on l'a découvert récemment, il s'agit en fait d'une promenade quantique qui s'effectue à l'intérieur des cellules d'une feuille où l'énergie de la lumière du soleil est convertie en d'autres formes d'énergie. En d'autres termes, la photosynthèse est basée sur le comportement quantique de particules appelées excitons à l'intérieur de molécules de chlorophylle qui suivent simultanément différents chemins le long des molécules de chlorophylle, une découverte sensationnelle. Nous découvrons aujourd'hui pourquoi une promenade quantique est à la base de la photosynthèse et donc de la vie. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Pour comprendre comment fonctionne une promenade quantique, il faut d'abord comprendre ce qu'est un battement. Je prends ma guitare et je pince la première et la deuxième corde de façon à ce qu'elles produisent le même son. Les deux cordes vibrent à la même fréquence, donc l'air vibre à la même fréquence par les deux cordes et nous percevons un seul son. Si maintenant je désaccorde légèrement l'une des deux cordes, elles vibreront à deux fréquences légèrement différentes. Écoutons le son produit. C'est un son qui change continuellement d'intensité, comme s'il allait waouh, waouh, waouh. C'est un battement. Une onde qui augmente en intensité, puis diminue, puis augmente à nouveau, et ainsi de suite. Si j'enregistre le son avec un micro et que je visualise l'onde sur l'ordinateur, vous pouvez clairement voir le battement, avec l'intensité de l'onde qui augmente et diminue continuellement. Le battement est donc un phénomène ondulatoire qui résulte de la superposition de deux ou plusieurs ondes de fréquences similaires mais différentes. Vous souvenez-vous de l'expérience des électrons et de la double fente, dans laquelle les électrons se comportent comme des ondes? Il s'agit d'une expérience réalisée à Bologne en 1976 par le physicien Merli Misiroli-Pozzi, une expérience brillante et fascinante. Lorsqu'un électron est envoyé à travers une double fente, au lieu de se comporter comme une particule, l'électron se comporte comme une onde et traverse les deux fentes simultanément. Il émerge ensuite de l'autre côté des deux fentes et les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre, ce qui donne lieu à la figure d'interférence typique. Le fait qu'une particule se comporte comme une onde et que cette onde puisse même interagir avec elle-même est un phénomène proprement quantique. Gardons à l'esprit l'exemple de l'électron, car il nous sera utile dans un instant. Un photon part du Soleil et atteint la Terre après environ 8 minutes. Il traverse l'atmosphère et frappe une feuille. Le photon est absorbé par une molécule de chlorophylle et, en particulier, par un électron de cette molécule. L'électron effectue un saut quantique vers un niveau d'énergie supérieur et laisse l'état quantique initial vide. On dit qu'un exciton a été créé composé d'un électron qui a fait un saut et d'un niveau laissé vide. La molécule de chlorophylle a maintenant un problème. Elle a un surplus d'énergie qu'elle doit céder à ce que l'on appelle un centre de réaction, où est stockée toute l'énergie absorbée par la feuille. Si l'énergie n'est pas restituée dans un délai très court de l'ordre d'un 10 millième de milliardième de seconde, 100 femtosecondes, l'électron retourne
Au niveau inférieur, réémet le photon et la feuille perd l'énergie du photon. Il s'avère cependant que les molécules de chlorophylle sont des molécules allongées et qu'elles sont disposées comme des arbres côté à côté. Le centre de réaction est en moyenne très éloigné de la molécule de chlorophylle contenant l'exciton, et l'exciton ne sait clairement pas où se trouve ce centre de réaction. C'est donc la même situation que si vous vouliez atteindre la Sagrada Familia, mais que vous ne saviez pas dans quelle direction elle se trouve, ni même à quelle distance elle se trouve. Jusqu'en 2007, on pensait que l'exciton pouvait passer d'une molécule de chlorophylle à une autre par sauts successifs, l'énergie étant transférée d'une molécule à sa voisine. Mais si c'était le cas, ce serait comme chercher la Sagrada Familia en suivant un chemin aléatoire. Dans ce cas, l'électron remonterait au niveau inférieur avant que l'énergie n'atteigne le centre de réaction, et cette énergie serait perdue. Au contraire, les expériences en laboratoire montrent que cette énergie est transférée au centre de réaction avec un rendement de plus de 90%. C'est comme si nous pouvions construire des panneaux photovoltaïques dans lesquels plus de 90% de la lumière du soleil serait convertie en électricité. Les études en biologie quantique montrent que dans les feuilles, l'exciton suit plusieurs chemins à la fois et puis ainsi trouver le centre de réaction beaucoup plus rapidement. En d'autres termes, l'exciton effectue une promenade quantique, tout comme l'électron dans l'expérience de la double fonte, qui suit plusieurs chemins à la fois pour arriver à l'écran final après les deux fontes. Ainsi, la photosynthèse qui commence par l'absorption d'un photon du soleil débute par un phénomène quantique ondulatoire, la promenade quantique. Vous vous demandez peut-être, mais quel est donc le rapport avec le battement des cordes d'une guitare dont nous avons parlé au début? Et aussi, comment faire une expérience pour observer ce qui arrive à ces excitons, à l'énergie de ces électrons qui ont sauté à un niveau d'énergie plus élevé dans les molécules de chlorophylle? La seule façon de comprendre ce qui se passe dans les molécules de chlorophylle est de les éclairer avec une lumière d'un certain type et observer la lumière émise par ces molécules. Si vous y réfléchissez, même lorsque nous observons un objet, nous faisons la même chose. Par exemple, j'éclaire ma guitare avec la lumière du soleil ou d'une lampe et j'observe les photons émis par la guitare. Nous faisons la même chose avec les cellules des feuilles. Dans certaines expériences appelées spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, nous frappons ces cellules avec des flèches laser des fréquences caractéristiques de la chlorophylle et nous enregistrons la lumière qui était ensuite réémise par ces cellules. Si l'exciton d'une molécule de chlorophylle sautait d'une molécule à l'autre un saut à la fois, cela équivaudrait à pincer les cordes d'une guitare une à une. Dans les cellules, j'envoie un photon qui excite un électron, puis crée un exciton, et enfin, cet électron réémet de la lumière à la même fréquence que le laser initial. Une fréquence précise, comme lorsque je pince une seule corde d'une guitare. Si, en revanche, l'exciton effectue une promenade quantique, cela signifie qu'une fois que le laser excite l'électron, il crée un exciton qui suit alors plusieurs chemins à la fois. Cela signifie que de nombreuses molécules de chlorophylle seront excitées en même temps. C'est comme si vous pensiez plusieurs cordes de guitare en même temps, chacune avec une fréquence légèrement différente, parce que l'environnement moléculaire de chaque molécule est légèrement différent. Et comme avec la guitare, des battements sont créés. Dans ce cas, il s'agit de battements quantiques. En laboratoire, vous envoyez des impulsions laser à des cellules qui réalisent la photosynthèse et vous observez la lumière réémise peu de temps après. Ce que vous observez, ce sont des battements quantiques. Cela signifie que l'électron ne se déplace pas par saut, mais qu'il suit plusieurs chemins à la fois. En d'autres termes, il effectue une promenade quantique jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de réaction et collapse. Ce qui est étonnant, c'est que cette promenade quantique dure jusqu'à 600 femtosecondes, soit 60 millionièmes de milliardièmes de seconde. Cela semble très court, mais il faut tenir compte du fait que les phénomènes quantiques en général sont très délicats et qu'il suffit d'une faible interaction avec d'autres molécules pour interrompre le phénomène. C'est pourquoi les microprocesseurs quantiques d'IBM et de Google fonctionnent à des températures de moins 270 degrés, précisément pour minimiser les interférences. On dit que les phénomènes quantiques perdent facilement leur cohérence. Et si l'on considère qu'il ne s'agit pas d'un environnement contrôlé dans un laboratoire, mais d'une cellule
dans laquelle chaque molécule interagit constamment avec les autres et où la température est la température ambiante, il est vraiment surprenant que la cohérence quantique puisse durer aussi longtemps. C'est le temps qu'il faut pour transporter l'énergie d'un photon d'une molécule de chlorophylle au centre des réactions, via une promenade quantique. Je trouve cela vraiment surprenant et fascinant. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-moi dans les commentaires. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Lui aussi. C'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 entre figures et schémas dessinés par moi-même. Comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.